Octonautes, tout le monde à son poste. Marshall, voici, vaisseau. Explorer, secourir, Protéger. Octonautes. Les Octonautes sauvent la planète avec Quick. Capitaine Barnacle. Oui, Pesso, qu'y a-t-il? Je n'ai plus de pansement pour soigner les crabes blessés dans l'explosion du volcan. Va donc te ravitailler dans les stocks, Pesso. J'ai bien peur que les stocks soient vides, capitaine. Nous n'avons pas pu faire le plein lors de notre dernière escale, faute de budget. Il nous faut trouver une solution pérenne à ce manque de capitaux. Peut-être pourrions-nous vendre quelques produits afin de supporter notre action. Oui, nous pourrions créer un site e-commerce afin de faciliter la prise de commande. Ce serait génial, Cassie. Mais je ne voudrais pas que cela soit trop consommateur. Justement, Pesso, avec le framework Quick, j'améliore automatiquement la performance et du coup les échanges réseau et l'électricité consommée par le site. 9. Ce qui, une fois traduit, donne « on s'occupera de la logistique ». Alors j'interromps cet épisode non officiel des Octonautes pour me présenter. Je suis Christophe Fraisier. Là, il y a mes réseaux qui sont indiqués si vous voulez me contacter. Je travaille chez OnePoint sur le projet Provoli. Là, vous avez le lien vers les slides, des trucs que j'aime bien faire. Sur les slides, il y a quelques liens un peu partout pour les docs, ce genre de choses. N'hésitez pas à y aller. Mais là, on va reprendre le cours de notre épisode. Alors, Cassie, tu disais que Quick permet de créer des sites performants automatiquement. Mais qu'en est-il de l'impact environnemental? C'est sûr que faire un site n'est pas anodin, mais au moins on peut limiter son impact. Mais avant de te parler de ça, je dois te présenter ce qu'est la performance web. Alors, là, on a un exemple de chargement de site web dans le temps, donc c'est une timeline. Et on va avoir différents moments qui vont impacter en fait l'expérience utilisateur. Donc, on a un premier moment qui va correspondre au first paint, qui est vraiment le moment où le site commence à arriver. Un deuxième moment qui va être le first meaningful painting. Alors c'est le troisième sur la ligne, mais vous inquiétez pas. Qui va être le moment où je commence à vraiment avoir le site en visu, je peux commencer à lire les articles, ça va arrêter de bouger un peu dans tous les sens. Et notre time to interactive, le time to interactive, c'est le moment où le site, lui, va devenir pas responsive, il va pouvoir répondre, c'est-à-dire il va réagir quand je vais cliquer sur des éléments et ce genre de choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ces différents moments? En fait, c'est souvent lié à des événements techniques. On va voir qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ma requête, le serveur me renvoie ma page HTML, et donc une fois que j'ai récupéré ma page HTML, c'est ce qui va s'afficher dans le navigateur, c'est ce que j'ai reçu de mon serveur, et c'est mon first painting. Pour arriver à mon first meaningful painting, il y aura d'autres choses qui vont se passer. Alors, selon les technos, ça va dépendre, mais en général, on va avoir un bout de JS à exécuter, des images à télécharger, du CSS, enfin, après ça dépend. Et notre time to interactive, lui, il va arriver à partir du moment où tout le JavaScript aura été téléchargé, en général, exécuté, et là, on aura une page qui sera responsive. Et du coup, le lien entre la performance et l'éco-responsabilité, on trouve en général le chiffre de 1 méga envoyé sur le réseau correspond à 15 grammes de CO2. Il y a d'autres statistiques parce qu'évidemment, il y a l'électricité consommée par le serveur, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, mais on se rend vite compte qu'en fait, moins on envoie
sur le device à distance, plus on va économiser effectivement d'électricité et de CO2 en général. Mais effectivement, ce qui se passe côté device, ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut effectivement prendre l'ensemble du process en compte, notamment utiliser des caches, de la génération statique si c'est possible, et ce genre de choses. Et du coup, on a utilisé dans le temps différents types de rendu web, on va dire, on peut l'appeler différemment, mais pour répondre à cette problématique-là. Et du coup, on a commencé avec des sites statiques, où on avait des assets qui étaient générés à l'avance, et qui étaient uniquement servis sur les devices clients pour affichage. Et du coup, effectivement, on avait de très bons FMP et TTY. Tout simplement, tout était déjà précalculé, on avait juste à faire notre transfert et ça roulait. Effectivement, on avait peu d'interactivité à ce moment-là, les sites étaient statiques, c'est dans le nom. Ensuite, on a commencé à faire des sites générés, donc là je pense un peu à l'époque JSP, ce genre de choses. Donc du coup, on générait les pages avant de les servir sur notre client. Et donc du coup, effectivement, ça fait qu'on perdait un peu de temps à générer les pages. Par contre, on arrivait à faire des choses qui étaient déjà beaucoup plus sympas parce qu'on pouvait appeler une base de données, charger des produits différents, ce genre de choses. Alors là, on commençait à avoir des choses un peu plus sympas. Mais ce n'était pas suffisant d'un point de vue interactivité. On voulait quelque chose de plus réactif, plus sympa. Et on a commencé à faire du CSR. Enfin, après, c'est en général. Le CSR, du coup, c'est un peu différent, c'est que j'ai des assets qui sont déjà précalculés côté de mon serveur, je télécharge ça sur le device, mais c'est le device qui va lui travailler pour faire mon affichage final, et évidemment mes interactivités, etc. Donc là on arrive enfin à quelque chose de très interactif, de très pratique, qui peut faire des effets dans tous les sens. Par contre, avec cette méthode-là, on est obligé d'attendre évidemment que le JavaScript ait été compilé, exécuté, qu'il ait fait tout son travail, avant d'avoir notre FMP et effectivement TTY. Donc on a perdu effectivement encore de ce côté-là. Donc ensuite, on a essayé de compenser ce côté-là tout en gardant le côté interactivité. On s'est dit, on va faire du SSR, alors, partiel ou ce genre de choses, avec une phase d'hydratation. Donc ce qui se passe, c'est que on est dans le même cadre que le CSR, sauf qu'on va faire une première passe côté serveur pour effectuer le même travail qui va être fait côté client, mais on va l'afficher, on va se permettre d'avoir une page HTML qui est déjà générée, donc on a un first paint qui correspond en gros à notre FMP, donc on arrive à décaler ce problème-là. On a un bien meilleur FMP, par contre on a toujours un problème de TTY qui lui nécessite une hydratation, c'est-à-dire l'exécution à nouveau de l'ensemble du site, pour que enfin, à la fin, on arrive à aller reposer les handlers au bon endroit et que le site fonctionne correctement. Et donc moi je suis venu pour vous parler de Quick, et Quick il propose un autre paradigme qui est un peu nouveau, qui s'appelle la résumabilité. Et la résumabilité, la promesse c'est ça, c'est d'arriver à faire mieux encore. Et comment est-ce que Quick arrive à faire mieux? Déjà, on va le faire un petit peu à la SSR, mais on va le faire différemment. Et on va envoyer beaucoup moins de choses côté client, le moins de choses possible. Et ce qui va s'exécuter côté device va être le plus petit possible. Et de cette manière-là, effectivement, on arrive à envoyer moins de choses et on fait moins de choses côté client. Donc on arrive à faire quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Moi, pourquoi j'aime beaucoup Quick, c'est aussi parce qu'il vous propose de faire ça, mais il ne vous propose pas de le faire comme, on va dire, l'hydratation partielle, par exemple, ça repose sur le développeur. C'est le développeur qui va aller déclarer des islands, ce genre de choses dans différents frameworks. Ça repose sur l'expertise du développeur. Quick, non. Quick, c'est out of the box. Si vous codez des composants Quick, c'est prévu déjà à l'intérieur. Donc, un petit mot du créateur de Quick, Misko Everi. Donc, sa magie, elle n'est pas dans sa rapidité, mais dans comment il évite de faire du travail. Enfin, on fait moins de choses, du coup, forcément, on va plus vite. Donc, la résumabilité, comment est-ce que ça marche? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est fait par un petit bout de JavaScript qui s'appelle le Quick Loader, qui fait 1 kg à peu près. En fait, c'est tellement petit que, en général, dans le SSR de Quick, alors par défaut,
c'est inliné dans le HTML, ça évite de faire une requête en plus pour aller récupérer un truc, on gagne du temps au maximum, on envoie ça tout dès le début. Et donc comment est-ce que Quick il arrive à faire des choses que des grosses applications font? Bah, il le fait comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un user event, bah, en fait il va chercher le bout de JavaScript qui correspond à l'exécution, enfin ce qu'il aurait dû faire à partir du moment où par exemple l'utilisateur a cliqué sur ce bouton, et il ne l'exécute qu'à ce moment-là en fait. Et donc ça, on ne l'a pas chargé, on l'a chargé qu'au moment où l'utilisateur a cliqué sur le bouton. Ça, par exemple, en général, ça va mener à une modification d'état, parce que bah, le but, c'est de faire quelque chose quand vous avez cliqué sur le bouton. Cette modification d'état, bah, si vous voulez télécharger un JavaScript, il faut savoir où il se trouve éventuellement. On envoie l'état minimisé, parce qu'on a besoin, effectivement, vu qu'on fait notre génération côté serveur, d'envoyer l'état au moment où on s'arrête pour faire le basculement. Et éventuellement, il y a un peu de JavaScript supplémentaire parce que, bah oui, il y a des fois où on a besoin d'avoir du JavaScript quand même qui s'exécute côté client pour faire certaines choses spécifiques. Bah, ce code-là, effectivement, on n'a pas d'autre choix que de l'envoyer avec le début. Mais c'est tout. L'état, il ressemble en gros à ça. Alors, c'est pas très lisible. On peut voir des fichiers JavaScript avec des fonctions. On va pas chercher plus loin. Là, ça, c'est des dépendances. C'est pour dire je dépends de tel morceau d'état, j'ai tel besoin de mettre à jour tel composant, enfin le lien entre les renderings. C'est pas très lisible, mais il y a un truc qui est en train d'être développé qui s'appelle les Quick Dev Tools, qui est prévu pour rendre ça intelligible. Et du coup, ce sera plus facile. Après, moi perso, j'ai pas vraiment eu besoin de mettre les mains dedans. C'est rigolo d'aller voir pour voir comment ça marche, mais en vrai, il n'y a pas besoin. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème vraiment sur ce côté-là. Et du coup, le pendant, c'est que dans le HTML qui est généré, bah, il y a des liens. Donc, on peut voir, vous voyez en haut, il y a des commentaires. En fait, il y a des petites indications en disant, bah, ici, il y a mon composant ID6 qui commence, et puis il va se finir un peu plus bas, et puis comme ça, on arrive à savoir quelles sont les parties qui vont être render par quel bout de JavaScript j'ai calculé tout à l'heure. Et du coup, c'est Quick qui sait se repérer, et en général, on n'a pas besoin de savoir exactement qu'est-ce qui fait quoi. En fait, normalement, c'est lui qui est censé se débrouiller. Et évidemment, là, il y a un petit bout spécifique qui est, bah, ça c'est une action, donc c'est ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le lien. Effectivement, j'ai le bout de JS, enfin la référence du JS à aller télécharger, la fonction, et à droite, ça correspond aux paramètres. C'est parce qu'il y a un analyseur lexicographique qui va aller chercher tout ce qu'il y a besoin, des closures et tout ça, parce que vu comment c'est fait, mais on va en parler un peu plus tard. D'accord, Cassie. Tout cela est bien beau, mais tu nous as pas expliqué comment tu faisais, ni comment cela fonctionnait. J'y viens, professeur. Donc là, on va faire un tout petit exemple. Je vais vous montrer comment on génère une appli Quick. Donc npm create quick at latest. Dans ce répertoire-là, j'ai peut-être oublié de supprimer, mais bon, on peut voir qu'il y a des choses qui ont été générées. Je lance ça. Ah oui. Alors évidemment, ça s'ouvre sur le mauvais navigateur. Je vais revenir ici. Je vais faire comme ça. Et ça, c'est l'application. Alors, c'est le... Quand vous générez... Alors, je ne vous l'ai pas montré là parce que je me suis un peu raté sur la démo, mais c'est le Basic Starter App. Donc, en fait, il y a plusieurs choix. Vous pouvez juste choisir le squelette de base pour construire du Quick, mais ça, c'est une application où il y a déjà un petit peu des choses. En fait, pour démarrer, c'est pas mal parce que en haut, vous avez la doc. Là, il y a des petits exemples, genre, voilà, il y a des trucs rigolos. Il y a un petit stepper ici, il y a un petit compteur, enfin des trucs classiques, mais enfin voilà, ça permet d'avoir le Hello World, vous l'avez déjà là, vous avez déjà les composants, vous pouvez aller le chercher, c'est déjà pas mal. Et en bas, il y a les commandes et la communauté. Franchement, moi je suis allé sur le Discord un peu comme ça, parce que bon, il
il y a des fonctionnalités à tester, il fallait choper une clé d'API, donc du coup je suis allé sur le Discord pour ce truc-là, mais en vrai, il y a le créateur, il est là, il y a vraiment plein de trucs qui sont pas mal, et les gens répondent. Alors, après, c'est une question de time zone aussi, donc c'est pas forcément direct, mais il y a quand même pas mal de réponses, et il y a plein de gens autour qui essayent de créer des trucs, et je suis un peu impressionné par l'écosystème, alors que c'est un truc qui est sorti, alors le 1.0 est sorti en avril, on est en 1.2.17, ça va, je trouve, très vite, mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui se rajoutent les uns après les autres. Et voilà. Hop. Bon. C'est la démo. Oui, mais concrètement, comment j'écris un composant Quick? Je vous montre ça, professeur. Excusez-moi, j'ai droit à un peu d'erreur. Donc un composant Quick, ça ressemble à ça. C'est un fichier. J'ai une fonction component qui fait partie de Quick, component $. Le $, il est là pour la majorité du temps dans Quick, c'est juste pour dire ça va être lazy loadé. Et du coup, ça, c'est un composant tout simple. Il y a une balise titre, un bouton, une action. Voilà. On peut voir que le onClick, il y a aussi un $. Donc on sait que ça aussi, ça va être lazy loadé. Mais globalement, c'est tout simple. Si ça rappelle des choses à des gens, c'est normal. Tu as dit que l'état de mon application devait être transféré depuis le back-end, mais ça doit être compliqué, je faisais pareil avec mon application Angular, avec Universal. Pas vraiment, professeur, je vous explique. Alors, là, il y a deux autres exemples de composants Quick. Et le premier, c'est un composant tout simple, statique. Voilà. L'avantage, c'est que dans ce composant-là, dans Quick, ça va être généré. Parce qu'on va avoir notre phase de SSR, en fait ça va être intégré, les balises et tout ça vont être transformées en HTML. Ça se met pas à jour, donc vous aurez que du HTML. Le JavaScript potentiellement qui sert à générer ça ne sera jamais envoyé à l'application, ça ne peut pas être modifié, ça ne sert à rien de l'envoyer. Et ça marche aussi si c'est un appel d'API. Genre si le texte, vous l'avez récupéré dans une base de données pour générer, si le texte n'a pas de raison d'être modifié sur le client, il n'y a pas de raison d'envoyer le code qui correspond. C'est là où Quick, je trouve, est quand même assez fort, c'est qu'il arrive à récupérer ce genre d'informations, à extraire ce genre d'informations du code pour éviter justement aux développeurs d'avoir à dire non mais ok, ça il faut que je l'hydrate, ça il faut que... c'est déjà fait out of the box. Et donc sinon, pour quand vous avez des étapes, parce que globalement on fait des applications, c'est quand même pour faire bouger des choses, du coup vous avez la fonction useStore, ou à l'intérieur, là on a la fonction compteur, et puis du coup je peux l'utiliser directement, soit en render, soit en modification dans ma fonction. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, vu que vous utilisez la fonction de Quick pour faire le store, tout ce qui est transfert du SSR vers le CSR, pour la reprise côté client, c'est fait out of the box. Encore une fois, pas de travail supplémentaire. Bon, souvent, on va vouloir partager mon bout de store, j'ai envie de le partager avec d'autres composants. J'utilise un jeton que je déclare, je crée un contexte, et avec ce jeton, je peux fournir un store en disant si on te demande ce jeton-là, ce sera ce store-là, et du coup, dans les composants enfants, que je vais mettre en dehors, mais du coup je déclare mon élément slot est là pour dire mes enfants tu vas les mettre là. Dans les enfants je pourrais utiliser le contexte que j'ai créé. Et toujours pareil, c'est Quick qui s'occupera de tout le transfert des états et tout ça, c'est pas à nous de nous en occuper. Semble tout parfait tout ça, Cassie. Mais attention professeur, il y a des règles à respecter. Donc on a deux choses qui entrent en jeu au niveau Quick et qui ont des impacts en fait sur le code qu'on va écrire. Le premier, c'est le Quick Optimizer. Donc le Quick Optimizer, on l'a vu, en fait, Quick il va découper tout en petits JS. Du coup, vu qu'on découpe tout en petits JS, on ne peut pas faire le code qu'on a envie. Si vous mettez des valeurs dans une closure,
il y a de fortes chances que quelque chose qui soit en dehors du JavaScript que vous êtes en train d'écrire, ce soit plus difficile d'y avoir accès. Donc, du coup, il y a des choses qui vont être interdites. Et la deuxième chose, c'est la résumabilité. Donc, la résumabilité, en gros, c'est la faculté que Qwik a de pouvoir générer sa page et de pouvoir être transféré ensuite côté CSR sans avoir besoin, enfin il n'y a pas de réhydratation. Donc on a vraiment un état à un instant T, il faut pouvoir arrêter et reprendre l'exécution côté client. Et pour ça, on a besoin d'avoir un état qui est sérialisable. Et vu que l'état doit être sérialisable, ça veut dire que dans mon store, je vais pouvoir y mettre que des trucs qui sont sérialisables. Donc si je prends un exemple, ça c'est un composant Qwik, un autre, qui est sensiblement la même chose. Sa version compilée, c'est ça. Donc il y a une première partie, c'est la déclaration de mon composant. Donc là, je vois, j'ai une fonction QRL ici. En fait, cette fonction QRL, elle est là pour indiquer, on va les loader le bout de JavaScript qu'il y a derrière. Là, j'ai la définition du JavaScript. Là, j'ai la fonction à appeler. Et du coup, je suis capable d'exporter mon composant qui est là. Ensuite, ici, là, j'ai le rendu de mon composant. Donc, pareil, je vais télécharger qu'à partir du moment où j'ai besoin de render côté client. Et du coup, pareil, ma fonction render, donc c'est là où se retrouve effectivement la fonction console.log qu'on a vu tout à l'heure. Et pareil, ici, pour le onClick, donc qui est l'action que je vais effectuer à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton, là aussi, j'ai une fonction QRL qui va m'indiquer le bout de JavaScript, la fonction, etc. Et effectivement, j'ai le dernier bout de JavaScript qui est qu'est-ce que je vais effectuer quand je vais réaliser mon action. Donc, c'est de là que viennent les contraintes à respecter, parce que du coup, ça va être 3 fichiers JS différents. Alors, on a ça dans la documentation Qwik. Au début, ça fait un peu bizarre, mais effectivement, tout le code JavaScript valide n'est pas valide pour l'optimiseur de Qwik. Donc, en particulier, les constantes non exportées, ça ne marchera pas. Si vous êtes en dehors de votre fichier, ça ne pourra pas fonctionner. Les let, il faut oublier, globalement. Il y a d'autres façons de faire, mais voilà. Et ce qu'il faut, c'est exporter vos variables et qu'elles soient constantes. Et évidemment, vous pouvez utiliser des trucs d'autres fichiers. Bah oui, c'est que quelque part, c'est déjà un export const quelque part. Pour l'autre partie, donc pour la partie sérialisable, ça veut dire que, en gros, je ne vais pas pouvoir utiliser. Alors là, c'est pas dans le store, mais c'est le même principe puisque c'est des closures. Et lui, l'analyseur syntaxique, le Qwik Optimizer, il va regarder que, en fait, vu que vous utilisez la constante foo dans votre fonction, du coup, il est obligé d'aller récupérer ça pour aller le mettre dans l'état. Du coup, je ne peux pas aller mettre des classes JavaScript. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut mettre que des choses qui sont sérialisables. Alors, évidemment, quand je dis qu'on ne peut pas y mettre des choses qui sont non sérialisables, si on peut y mettre des choses qui sont non sérialisables, on peut le faire avec la fonction noSerialize, notamment là, pour stocker une fonction qui arrête quelque chose, c'est quand même pratique. Mais du coup, il faut s'assurer effectivement que quand vous êtes passé du code serveur au code client, vous n'allez pas pouvoir restaurer cette fonction-là. Donc il faut s'occuper de le recréer côté client. Donc ça amène quand même un petit peu de complexité sur ces points-là, mais c'est globalement la seule chose qui va nous poser problème. Oui, mais moi j'aimais bien plein de fonctionnalités de l'ancien framework. Je vais perdre des choses avec Qwik. Mais non, quasi. Qwik est déjà très étoffé. Alors, j'ai mis le petit logo Qwik City, que j'ai fait moi parce qu'il n'existe pas. Donc, Qwik City, c'est un méta-framework en fait. Quand vous voyez soit SvelteKit pour Svelte ou Analog pour Angular, voilà, c'est un méta-framework, c'est un truc qui rajoute des trucs. Il y a plein de trucs à l'intérieur qui sont vachement bien. Donc, l'utilisation de slots, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure pour avoir des composants enfants, mais Qwik City rajoute une histoire de layout qu'on va voir après avec le routing. Je le mentionne juste comme ça.
Les CSS modules, alors là ça c'est pas QuickCity, donc il y a le logo ou il n'y a pas le logo, ça explique si ça fait partie de QuickCity ou pas, mais bon je le redis pas après. Mais l'idée des CSS modules, c'est qu'on va pouvoir injecter le CSS directement, soit par fichier externe, et du coup j'ai juste à importer ça directement dans mon composant, et je peux l'utiliser directement en faisant classe égale mes styles. J'ai une fonction useStyleScope aussi qui me permet d'avoir un style qui est restreint aux composants, ce qui est quand même pas mal, surtout pour les gens qui sont habitués à Angular, c'est un peu la même chose. Et évidemment, je peux le faire d'un fichier CSS externe inliné que je lui donne à cette même fonction, et du coup j'ai des CSS modules qui sont quand même utilisables. J'ai de la navigation. La navigation, je peux faire de la navigation soit SPA, soit MPA. C'est-à-dire que c'est là, effectivement, le développeur qui va choisir. Est-ce que, quand je vais aller chercher cette page, est-ce que je vais passer par mon serveur Quick pour me régénérer ma page complète, ou est-ce que je fais simplement la navigation SPA, c'est-à-dire je vais chercher juste mes objets à render et j'effectue mon render côté client, ou est-ce que je repasse par mon serveur? C'est pareil, ça c'est une question qu'il va falloir se poser, mais c'est plus une question vraiment, ça dépend de votre besoin et de ce que vous avez envie de faire. Donc voilà. Ok. Il y a 2 petits repos, bientôt 3. En fait, ça c'est Quick React, il y a Quick Angular, il y a bientôt Quick Astro. C'est pour vous permettre de migrer un peu plus facilement. Si vous faites du React, en fait, vous faites un cœur Quick, et vous utilisez la fonction Quickify avec tous vos composants React, eh ben, ça va marcher. Vous pouvez faire du React dans Quick, vous pouvez faire du Angular dans Quick, vous pouvez faire de l'Astro bientôt dans Quick. Faut juste respecter certains trucs, genre Angular, il faut que ce soit des composants standalone, ce genre de choses, mais sinon ça marche, quoi. Voilà. Ça évolue à une vitesse folle, donc voilà, il y aura des trucs en plus. Donc QuickCity propose du Directory Based Routing, ça existe à d'autres endroits, mais voilà. Il y a plein de formats différents, du TS, TSX, du Markdown, c'est rigolo. Alors comment ça marche? Du coup on a notre fichier répertoire, src root, et à l'intérieur, les URL vont être définies par les sous-répertoires successifs qui vont y être à l'intérieur. Je peux définir des paramètres dynamiques si j'en ai besoin, et du coup ça me permet de nommer les paramètres, et du coup je vais pouvoir les retrouver plus tard pour les utiliser dans ma page, c'est quand même le but. Et oui, je peux utiliser un catch-all pour arriver à récupérer tout le reste d'une URL si j'ai besoin. Et donc là j'ai les layouts dont je parlais tout à l'heure, en fait ça permet de faire des squelettes, et du coup l'avantage de ce directory based routing, c'est qu'en fait je peux avoir des layouts qui s'appliquent à une certaine portion un certain ensemble de pages qui sont regroupées dans un répertoire. Le layout .tsx qui est en haut, il va s'appliquer à toutes les pages qui sont contenues dans le doc. Voilà. Comme ça, c'est assez simple et c'est visuellement assez facile de s'y retrouver. Alors, pour récupérer les paramètres, c'est comme ça. On utilise la fonction useLocation et du coup, on accède à cette fonction-là, .params. Le nom de mon paramètre, on voit le file routing en bas, le paramètre s'appelle username dans mon routing, du coup j'utilise username en haut et ça fonctionne. On a également des root loaders. Alors les root loaders, c'est pour charger des données. Alors c'est uniquement côté serveur, côté CSR. En fait l'idée c'est de dire j'ai besoin pour cette page d'aller charger une ressource. En fait, plutôt que de charger ma page et ensuite d'aller chercher la ressource, je vais chercher la ressource directement et après je génère ma page. Ça m'évite d'attendre pour rien. C'est déclenché aussi quand on fait du SPA. C'est-à-dire ça va aller rechercher chez le serveur juste la partie qui m'intéresse pour exécuter ensuite le render, etc. Hop. Alors, on a également un objet qui s'appelle ressource. Donc je peux déclarer une ressource. J'ai ma fonction track qui me permet de dire là c'est le moment d'aller chercher à nouveau. Alors ça c'est exécuté soit côté client, soit côté serveur évidemment en SSR. Mais
Voilà. Du coup, ça me permet de dire ouais, là c'est le moment de se mettre à jour, ou alors j'ai besoin de cancel, etc. Et du coup, une fois que j'ai déclaré une ressource, bah, j'ai un composant exprès qui me dit bah, utilise cette ressource, puis tant que tu es en train de charger, utilise ce bout de JSX. Si tu as une erreur, tu fais ça, et puis si ça s'est bien passé, affiche effectivement le produit. On a aussi une fonctionnalité dans QuickCity qui me permet de définir les balises qui sont dans Head. C'est quand même pas mal de pouvoir définir les méta, le titre en fonction de vraiment mon composant Quick. C'est vraiment chaque composant, c'est juste à définir dans le même fichier que le composant. Et ça fonctionne. Et on peut faire ça dynamiquement avec évidemment les retours de ce que j'ai appelé tout à l'heure pour faire des trucs plus spécifiques à la page en question. Voilà. Il y a aussi un composant qui permet de faire de l'optimisation d'image. Alors moi j'étais balise image, SRC égale machin, c'est très bien. Mais en fait il y a des trucs qui sont vachement plus optimisés. L'avantage c'est que Quick, on déclare juste l'URL de notre image .JSX, on lui donne un nom comme un nom de variable, puis ça fait des composants. Et ces composants-là, ils sont pas mal parce qu'en fait ça génère ça derrière. Et du coup, ça fait. Alors, il utilise Image Tools pour générer différentes résolutions en fonction de s'il y a besoin, voilà, pour que ça s'adapte à vos devices, pas télécharger des images trop lourdes, etc. Ça le charge de manière lazy. Enfin, ça fait pas mal de choses pour améliorer tout ce côté-là. Et pareil, j'ai utilisé 2 lignes de code. C'est plutôt pas mal. Mais Cassie, comment allons-nous gérer notre catalogue de produits? On a quelques outils côté QuickCity pour ça également, capitaine. Donc là, il y a différentes fonctions qui permettent de faire effectivement des endpoints ou des actions côté serveur, d'implémenter un back-end. Donc la première, c'est une route action. En général, on va utiliser ça quand c'est en réponse à un formulaire, ce genre de choses. Donc là, je vais avoir mon action qui va appeler ce que j'ai besoin. Je retourne une valeur. Alors ça, c'est le code qui va s'exécuter effectivement côté serveur. Et je peux l'utiliser en utilisant ma constante.submit et ma valeur à l'intérieur. Ou alors, j'utilise carrément dans un formulaire en disant formulaire action égale mon action. Et ça fonctionne. Et du coup, je pourrais utiliser dans la même page les valeurs de retour. Success, est-ce que ça s'est bien passé ou pas, et j'ai un peu sauté vite, mais la valeur qui était indiquée dans le retour aussi. Avec Quick, j'ai aussi la possibilité de déclarer des endpoints. Donc là, c'est pas lié à un formulaire, c'est pas lié du tout au front, c'est vraiment un endpoint comme n'importe quel backend. Ça marche pareil avec les routes, le directory based routing. Du coup, si je déclare un fichier index.html sur une certaine route et que dans cette route, j'écris une fonction onGet, du coup, à l'intérieur, j'ai vraiment un endpoint que je peux définir et je peux répondre, si je veux, du JSON avec un status. Voilà, ce qui permet de simplement faire des back-ends. Alors après, je sais, il y a la séparation back-end, front, c'est pas la question ici, je vous dis ce qui est possible. Moi, pour la démo, du coup, je me suis pas embêté, j'ai fait ça. C'était rigolo. Voilà. Du coup, quand on fait des endpoints, on a des middleware pour aller rajouter du logging, de l'authentification, enfin ce que vous avez envie. Ça se déclare dans des fichiers qui s'appellent plugin at quelque chose, alors le name que vous choisissez, ou même dans les layouts, ou si vous avez quelque chose qui est commun à plusieurs pages. Voilà. Et du coup, vous avez 2 petits exemples de logging et justement de redirect quand vous n'êtes pas authentifié. Et voilà. La dernière fonction qui sert à faire des choses côté serveur en Quick, c'est serveur $. Alors ça sert spécifiquement en général pour des fonctions qui vont streamer du résultat, qui vont pas vous faire quelque chose d'un peu plus dans le temps. Du coup, c'est des fonctions génératrices et du coup à l'intérieur, vous avez un stream de retour et du coup, vous pouvez faire évoluer votre contenu en fonction d'eux. Voilà. Et comment vas-tu vérifier que ce que tu as écrit est correct? Facile, je vais utiliser Vitest.
Donc Vitesse, c'est le framework de test lié à Vite, qui est évidemment qui backup Quick. L'intégration est là encore une fois très simple. Il y a juste cette commande-là à lancer. Et une fois que j'ai fait ça, bah, du coup j'ai accès à deux fonctions principales qui sont render, qui me permettent de dire bah, affiche-moi ce composant-là. Puis du coup je peux aller voir dans ce qui a été généré que bah, le contenu correspond bien à ce que je m'attends. Et pour l'interactivité, j'ai une fonction user-event qui permet de déclencher ce que j'ai envie sur les composants que j'ai envie et vérifier toujours pareil que ça s'est bien fait. Je ne m'étends pas plus que ça. On a d'autres choses à voir. C'est très bien, Cassie. Mais si je dois charger ma librairie de pirates, cela va forcément impacter toute l'application. Mais non, Quasi. Mais non, Quasi. On va utiliser une autre ruse. Excusez-moi. Donc la ruse, c'est Partytown. Alors c'est un autre outil, ça ne fait pas partie de Quick, mais c'est fait par Builder.io, qui est la même boîte qui a développé, enfin qui a proposé Quick. Partytown, ça sert à quoi? Ça sert justement à télécharger des librairies tierces qui consommeraient trop sur votre main thread. Et du coup, on utilise le composant Partytown. Et ce composant Partytown, on peut indiquer une balise script à l'intérieur. Alors, il faut changer le type pour mettre text Partytown, mais ce qui va être téléchargé là, ça va être fait dans un web worker, et ça va être du coup géré ailleurs. Ça ne va pas consommer trop de ressources, et du coup, ça va être rendu disponible à un moment pour le reste de votre application. Si vous avez des choses lourdes à charger, bah, logiquement, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Il y a plein d'autres choses encore. Bon, là, j'ai mis juste la doc avec toutes les intégrations. Allez voir. Il y a l'internationalisation, il y a des frameworks CSS, l'authentification, il y a du storybook, il y a déjà plein de trucs. Alors que c'est pas si vieux que ça, mais il y a déjà plein de trucs à aller voir. Ok, Cassie. Alors, ça donne quoi ce site finalement? Je dois déployer, et je vous montre ça, capitaine. J'ai juste mis la doc, allez voir le déploiement, il y a déjà plein de providers qui sont couverts. Moi j'ai fait une petite démo en utilisant Cloud Run. J'ai tapé littéralement deux commandes, enfin un peu plus parce que je m'étais jamais authentifié sur CloudFront. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. J'ai peut-être fait une ou deux adaptations pour des autorisations d'exécution de scripts, etc. Mais c'était vraiment très léger. Et du coup, on devrait pouvoir aller voir. Donc, ce que ça fait, ça c'est le build de mon application. Vous oubliez qu'il y a des choses qui ne sont pas référencées, mais logiquement, il a déjà retaillé toutes mes images web. Là, on voit tout le JS qui est généré. C'est vraiment des tout petits morceaux. Voilà. Et puis après, j'ai lancé ma commande run deploy. Et moi, j'y connais pas trop grand chose en gcloud run, mais ça a fonctionné. C'est quand même pas mal. Et du coup, ça m'a donné une petite URL. Et puis là, je suis allé voir ici. Et puis voilà. Je peux rafraîchir normalement. Oui, c'est bon. Donc ça va. Mon application est chargée. Bon, c'est pas mal. Je peux essayer d'aller commander des octonotes. Ouais, il y a des choses dans mon panier. Ouais, je peux commander. Ouais, très bien, j'ai commandé des choses. J'ai pas mis ma carte bleue, mais l'idée est là. Ce que je peux faire, évidemment, je peux essayer de faire une petite analyse Lighthouse, parce que c'est quand même le but du truc, c'est que ça fasse des applications qui sont quand même globalement performantes. J'ai pas fait d'optim. Hein. Enfin, allez, je mens, j'ai peut-être retaillé une ou deux images, mais globalement j'ai 98 de perf out of the box. J'ai pas travaillé là-dessus, et du coup c'est quelque chose que vous pouvez confier à d'autres gens et sans trop de soucis, quoi. C'est quand même un gros avantage. Donc voilà. Oui, ça c'est pour si ça marche pas, pardon. Cassie,
C'est vraiment super ce que tu as construit. Mais et si je voulais aller encore plus loin? Par exemple, j'aimerais pas qu'on génère une page à chaque fois qu'un visiteur vient sur le site. Tu as tout à fait raison, Pesso. Je n'y avais pas pensé. Je le fais tout de suite en utilisant l'intégration génération statique. Donc là, vous avez la doc de ce truc-là. L'idée, c'est que on va utiliser Quick, mais on va générer un site statique. Comme ça, on n'a même plus d'étape de SSR. Vous l'avez fait, surtout si c'est grand public. Vous allez encore gagner en perf. Vous allez encore gagner en éco-responsabilité. C'est tout bénef. Comment ça fonctionne? Alors, npm run quick add. Alors, normalement, il y a une chose qu'on peut mettre derrière, mais là, je n'ai pas trouvé, donc j'ai juste mis ça. Et en fait, il vous propose toute la liste, vous avez juste à choisir. Adapteur static site, npm run build, et en avant, c'est parti, mon site il est généré dans dist. Pour faire des choses un peu mieux, on peut rajouter, dans la config vite, static adapter avec l'origine de votre site pour avoir des choses un peu plus propres dans ce qui est généré. Et vous pouvez rajouter dans les pages qui correspondent à vos composants une fonction onStaticGenerate, parce que par exemple, quand vous avez dans votre URL des paramètres, du coup, si vous générez un site statique, les paramètres ils vont varier, donc c'est compliqué de faire du statique alors que vous avez quelque chose de dynamique. En fait, en implémentant cette fonction, vous pouvez lui dire, en fait, ce paramètre-là, il va pouvoir vous valoir telle valeur, notamment en particulier, là, j'avais une page produit, si j'avais cliqué sur le produit, j'avais une page produit, là, je lui renvoie tous les ID de tous les produits, et comme ça, il va générer statiquement toutes les pages qui correspondent à chacun des produits. Voilà, ça permet vraiment d'aller un peu plus loin dans la génération de mon site, quoi. Et du coup, là, je vous ai remis, vous trouverez le repo, les slides, il y a des liens un petit peu dans tous les sens. Un petit lien open feedback, et puis si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. C'est bon, ouais. Merci pour la présentation. Il y a un truc qui me marque tout de suite et c'est limite perturbant, c'est la ressemblance avec l'implémentation des React Server Components, notamment dans Next 13. J'ai l'impression que les deux sont un peu arrivés au même moment dans l'environnement. C'est quoi les différences entre les deux? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi plutôt Quick plutôt que... Alors je ne suis pas un spécialiste de... pardon, je ne sais pas si tu avais fini, je suis désolé. C'était la question. Je ne suis pas un spécialiste de React Server Component. Après, je sais qu'il y a pas mal de choses où ils ont un peu le même principe que de définition des islands. Alors, ce n'est pas ce sens-là, c'est plutôt horizontal, alors que les islands, c'est plutôt vertical dans Astro. Mais globalement, l'avantage de Quick, c'est que vous n'avez pas... en vrai, on n'a globalement pas à s'en soucier. Et c'est out of the box. Et surtout... que vous ayez 3000 pages, 3000 fonctionnalités, en fait, la quantité de JavaScript que vous allez télécharger à votre génération SSR sur votre première page, elle est constante, en fait. Et ça, ils en avaient besoin parce que Builder.io, ils font un CMS un CMS qui permet de construire des applications, des e-shops en ligne, et que les gens en WYSIWYG, ils vont poser leurs composants et du coup ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Builder.io, ils n'avaient pas du temps à dépenser à optimiser chacune des applications de leurs clients. Du coup, ils ont fait un truc qui n'avait pas besoin d'être optimisé. Voilà. Pardon. Donc voilà. Après, effectivement, sur RSE, je ne suis pas un spécialiste, donc voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je suis dispo après si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut répondre aux questions. J'adore parler de Quick.